Dans le débat portant sur la meilleure trilogie de films de tous les temps, il va de soi qu'Indiana Jones serait un concurrent de choix avec Le Parrain, Le Seigneur des Anneaux, peut-être Il était une fois de Sergio Leone, les épisodes 4, 5, 6 de la Guerre des Étoiles, je n'en sais rien. En tout cas, dans mon panthéon personnel, sachez que la lutte serait intense entre Indy et Tolkien. Cet avis sera assez largement sans spoiler avant de les aborder en vous ayant prévenu à l'avance, mais attention, des images de bande-annonce émailleront l'illustration du propos. Alors oui, c'est vrai, Indiana Jones c'était officiellement 4 films et maintenant la saga passe à 5. Le cadran de la destinée mérite-t-il davantage que le crâne de cristal de s'inscrire dans une lignée si mythique? Eh bien vous êtes au bon endroit pour en entendre parler. Et si ce t-shirt vous fait envie, vous le trouverez en description de la vidéo comme en commentaire épinglé, sachant qu'un code de réduction de 20% vous attend aussi à partir de 2 articles si je ne dis pas de bêtises, et cela vous permet de soutenir la chaîne au passage. Pour dissiper immédiatement vos éventuelles craintes, il ne fait aucun doute à mes yeux que j'ai préféré ce dernier opus au 4e. Je dois avouer ne jamais avoir souhaité revoir le crâne de cristal depuis ma désillusion en salle de cinéma. Je suppose que je le trouverai moins mauvais avec la dissipation des attentes, mais bon, ça reste un piètre souvenir de cinéma pour moi. L'essentiel de l'action de ce 5e opus se déroule en 1969. Le Dr Jones est au plus bas dans sa vie personnelle et à 70 ans environ, il est temps pour lui de partir en retraite de son poste universitaire qui ne passionne plus vraiment ses étudiants ni ses étudiantes, contrairement à la scène de la dernière croisade. Choisir le MacGuffin d'un Indiana Jones n'est pas une mince affaire et les nombreux scénaristes du film ont bien fait leur devoir en choisissant la machine d'Anticythère. Ce mécanisme antique capable de calculer des positions astronomiques a longtemps fasciné et interloqué les chercheurs et continue de le faire, tant sa complexité était en avance sur ce qu'on pense savoir du degré de connaissance et de technique de la Grèce antique. Ce MacGuffin, qui est donc cet objet après lequel tout le monde va courir, est excellent et ce pour diverses raisons. Au premier degré déjà, il s'agit d'un objet historique au potentiel incroyable en termes d'excitation de l'imaginaire. Au degré métaphorique, maintenant, le film vient le lier à la notion de temps et au dilemme de l'acceptation ou de la renonciation de s'inscrire dans le mouvement de l'histoire et d'embrasser son époque pour tenter d'en tirer le meilleur. Voilà qui est parfait pour la dernière aventure d'un Indiana Jones plus que vieillissant et que certains penchants bien établis de son mauvais caractère risquent d'entraîner au-delà de tout sauvetage possible. On le sait, l'alchimie des 3 premiers films est aussi évanescente que magnifique et il semble que la formule se soit perdue pour de bon, sans doute consommée jusqu'à la dernière goutte dans le Graal. On en connaît pourtant les ingrédients, la mise en scène et le sens du rythme incroyable d'un Spielberg en forme olympique, le charme rugueux d'Harrison Ford et la musique inimitable de John Williams, des scénarios ingénieux et une distribution aux petits oignons. Une bonne partie de ces ingrédients se retrouve à différents niveaux dans le cadran de la destinée, et malgré tout on ne peut pas affirmer honnêtement qu'on atteigne la quintessence filmique des 3 premiers, qui sont les plus aboutis du cinéma dans le genre aventure pulp. Ne pas atteindre la formule perdue n'implique pas pour autant un dernier film maudit. Loin de là même, car on sent tout le cœur mis à l'ouvrage pour ressaisir enfin cette magie fugace et parfois le film parvient à l'effleurer du bout des doigts. Et justement, je vous dirai ensuite ce qui fonctionne assez, voire très bien, mais un mot d'abord sur ce qui manque pour vraiment approcher de la pierre philosophale ou même de celle de Sankara. James Mangold est un bon réalisateur, mais il est illusoire de penser qu'il soit possible d'approcher du talent déployé par Spielberg dans sa jeunesse pour mettre en scène d'improbables péripéties, que ce soit l'impensable course-poursuite de l'Arche perdue, le chassé-croisé Antidote Diamant de l'intro du Temple maudit, ou encore la cheminée tournoyante de la dernière croisade. Outre la réalisation, la gestion du rythme est elle aussi moins pertinente dans ce dernier opus. En effet, les séquences s'enchaînent avec peu de temps mort, mais le film reste un peu, voire nettement trop long, sans vraiment parvenir à ménager ces moments indispensables pour parvenir à faire monter l'anticipation de ce qui va suivre, comme pouvait le faire par exemple le voyage dans la jungle avant l'arrivée au palais de Pankot. Il faut dire qu'il compte environ 30 minutes de plus que les films de la trilogie originale, et cela se ressent. Et pourtant, on a des moments fous dans le cadran de la destinée. Je dirais même que le film est
peut-être trop généreux, notamment en course-poursuite, même si c'est un ingrédient quasiment indispensable. On ressent moins d'intensité dans les intentions, c'est peut-être moins marqué, moins outré, alors que cet aspect bande dessinée est l'essence même du pulp qu'avaient ressuscité Lucas et Spielberg via ce sacré archéologue. Et l'idée consiste sans doute ici à gagner un peu d'authenticité, ce qui saute aux yeux quand on compare l'approche volontairement caricaturale de nombreux personnages dans la trilogie, avec des versions qui restent ici exagérées, mais quand même plus plausibles, notamment chez le personnage de Phoebe Waller-Bridge, mais aussi chez Indy lui-même. En quelque sorte, on a un léger décalage entre de l'action qui reste très pulp et des personnages qui le deviennent un peu moins. Et cela pourra donner l'impression à ceux qui n'aimeront pas trop ce film de regarder des gens jouer à Indiana Jones, mais sans vraiment retrouver un véritable film Indiana Jones. Dernier ingrédient manquant, et c'est certainement volontaire, on ne retrouve pas ce côté sadique et vicieux qui donnait les moments les plus violents, les morts les plus marquantes des précédents films, et ça c'est peut-être du fait de la reprise par Disney, je sais pas. En effet, ce cadran de la destinée est clairement le volet le plus adapté aux enfants, personnes qui ne fondent, brûlent, se fassent découper, manger, écrabouiller ou même arracher le cœur. Ah là là, les gens ne savent plus s'amuser, ma bonne dame. Après avoir dit tout ça, n'allez pas croire que je n'ai pas du tout aimé ce film, et d'ailleurs j'en viens au point plus positif, toujours sans véritable spoiler. Ce qui est amusant, c'est qu'en sortant de la salle, et même juste à la fin du film, j'ai mis quelques minutes à m'autoriser à l'avoir apprécié. À la fin, je ne savais pas vraiment quoi en penser, j'avais du mal à mettre des mots sur mon expérience, mais au final, c'est plutôt le positif qui a fini par prendre le dessus. Si les personnages, du moins certains, sont un peu moins caricaturaux que dans les 3 premiers films, ce qu'on perd en termes de cohérence avec cette ambiance pulp de tout le reste, eh bien on le gagne en impact émotionnel sans doute, et dans le portrait d'un héros dont on sait qu'il s'agit véritablement ici de la dernière apparition. Parce que pour faire changer d'avis Harrison Ford là-dessus, il va falloir se lever très tôt. Et tout cela relève d'un choix très conscient a priori, car avant de développer cette approche plus adaptée peut-être à un héros vieillissant, le film nous démontre dans sa première demi-heure qu'il a compris tous les codes d'Indiana Jones à l'ancienne. On y retrouve un Harrison Ford plus jeune, alors que les nazis sont en train de perdre la guerre. La technologie de rajeunissement reste imparfaite en mouvement, mais néanmoins très impressionnante, et pour la plupart des spectateurs, suffisante pour donner le change et nous permettre de nous concentrer sur tout le reste. L'irruption d'Helena, le personnage de Phoebe Waller-Bridge, dans la vie du Dr Jones, se fait de manière plutôt fluide et bien amenée. L'actrice apporte quelque chose de très différent et bien évidemment de nettement plus moderne, même s'il faut quand même souligner, et sans réserve, la qualité du seul véritable personnage féminin ayant un peu d'épaisseur dans les précédents opus, à savoir Marion Ravenwood. L'enchaînement de péripéties, de courses-poursuites et d'improbables renversements de situation nous emporte ensuite dans un tourbillon qui ne sera jamais moins réaliste que la fameuse chute depuis l'avion en canot de sauvetage jaune dans le Temple maudit. Mads Mikkelsen insuffle tout son charisme dans un rôle sinon presque dépourvu de relief, mais qui devient de fait très acceptable, tout en soulignant la fameuse complaisance dont ont pu faire preuve les États-Unis envers des nazis aux compétences scientifiques si précieuses. Ensuite, que dire si ce n'est que le film ne se cache pas de faire son marché, sa petite popote à partir des éléments qui ont fait le succès des précédents opus, la comparaison la plus évidente s'imposant entre Shortcut ou 2001 en VF et Teddy, un gamin des rues débrouillard. Des messages codés laissés par des génies de l'histoire, des coups de poing qui font résonner la salle et la survie à des cascades totalement rocambolesques, vous ne serez pas vraiment dépaysé. Quant au fait de revoir un héros aussi âgé, il en ressort évidemment une impression différente que j'ai évoquée dès le début de cette critique, mais pour moi du moins, ce n'était pas déplaisant et cela nous offre une véritable conclusion pour une figure parmi les plus mythiques du cinéma. Une certitude, il était impossible je pense pour ce film de satisfaire tout le monde, car certains fans se contrefoutent du réel et ne jugeront qu'en rapport avec des attentes totalement déraisonnables, et voilà, en le plaçant face à des films qui sont certainement des œuvres les ayant marqués dès l'enfance, comme j'ai pu l'être. On peut parfaitement ne pas apprécier ce film sans y avoir mis des attentes démesurées, bien entendu, mais ce que je souligne ici, c'est qu'il est tout simplement impossible pour un Indiana Jones 5 d'être salué de façon unanime. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, bien sûr, faites-vous votre avis en salle, sachant qu'il reste à en dire sur le propos du film et son rapport à l'histoire et au passage du temps, mais pour ce faire, nous allons devoir passer en partie spoiler. Pensez à vous abonner si vous partez maintenant.
Le cadran de la destinée est donc une invention attribuée sans aucun doute dans le film à Archimède, alors qu'en réalité ce n'est qu'une supposition parmi d'autres, du moins si j'en crois Wikipédia, je ne suis pas spécialiste. Ce mécanisme de prévision des événements astronomiques serait ici capable de bien plus avec cette idée de faille temporelle permettant en théorie de rejoindre une autre époque. Cette envie de remonter le temps est une thématique on ne peut plus méta pour James Mangold qui est co-scénariste et réalisateur ici et tente de faire ressurgir des années 80 une de ses légendes les plus inoxydables. Elena surgit du passé pour à la fois replonger Indiana dans le sien, l'arracher à son présent dénué de sens et enfin lui faire comprendre qu'il a encore le droit d'envisager un avenir. De ce point de vue, la séquence finale, que je ne vais pas totalement spoiler ici, même si on est dans la partie spoiler, est particulièrement intéressante à analyser. Cette séquence est très osée car elle pousse le fantastique très loin, mais c'est pas la première fois, bien sûr, dans la saga, même si c'était sous des formes différentes auparavant. En elle-même, cette prise de risque est intéressante car on ne peut se targuer de proposer un Indiana Jones 5 sans embrasser la notion de risque. Et surtout, cette séquence est autant un hommage à ce qui a fait la vie du héros Indiana qu'un message à Jones, l'homme qui reste après le héros. Hommage à cette passion frénétique de l'histoire et à tout ce qu'elle nous a laissé comme témoignage, tentation aussi de ne plus vivre qu'au travers de cette passion en tirant une croix sur une vie qu'on doit parvenir à imaginer pourtant au présent. Elena parvient donc à arracher son parrain malgré lui à cette renonciation et à le forcer à embrasser de nouveau la vie. Elle devient ainsi la véritable sauveuse de l'homme au travers de la dernière aventure du héros. On pourrait par ailleurs gloser sur bien des aspects du film dans ses moindres détails, et c'est un exercice légitime auquel je participerai peut-être davantage par la suite, potentiellement au travers d'une discussion en live avec Thibaut Icarius de la chaîne Histoire Appliquée, avec qui j'ai vu le film. On vous tiendra au courant à ce sujet. D'ici là, merci pour celles et ceux parmi vous qui restez fidèles à mon travail et à cette chaîne. Merci pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos abonnements. Puis bon, vous connaissez la musique, hein. Si vous vous débinez, je vous renvoie Fissa pour un visionnage en boucle du Crâne de Cristal. Ça vous fera les pieds, ça vous servira de leçon. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.